Salut YouTube, salut, j'espère que vous allez bien. On va lire un article du Point, un article sur notre maison d'édition préférée, La Fabrique. Et oui, je sais pas si vous avez vu ça passer, mais La Fabrique a aussi partagé sur son Instagram et tout. Et Le Point a fait un article incendiaire, mais qu'en fait moi j'ai bien aimé, sur les éditions La Fabrique, pour dire que les éditions La Fabrique sont en train de dériver vers des trucs un peu problématiques, avec un titre que je trouve extraordinaire, La lente dérive de La Fabrique, maison d'édition radicale chic. C'est classe quand même. Vraiment, si la meilleure insulte que tu as à mon égard, ou la meilleure critique que tu as à mon égard, c'est radical chic, je suis en mode arrête, tu vois ou tu pas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je crois que La Fabrique ont répondu, je préfère être radical chic que conservateur dégueu. Je crois qu'ils ont répondu un truc comme ça. C'était mignon la réponse. Donc on y va. Après oui, t'es pas très chic. Et ta sœur, elle est comment? Allez, elle est en toc. Si moi je suis pas chic, ta sœur, elle est en toc. Allez, je vais remettre. D'ailleurs, j'avais une politique, un objectif, c'était de remettre le je t'ai cassé à la mode. Donc, je t'ai cassé. Allez. Je vais le faire sur ce stream. Je t'ai cassé. Je vais remettre à la mode ça. Alors, l'enquête du dimanche. L'enquête du dimanche, tous les dimanches, ils font une enquête, eux? Non, mais je savais pas qu'il y avait ça au Point. L'enquête du dimanche. Alors, c'est quoi cette enquête ce dimanche? Depuis 1998, cet éditeur, La Fabrique, est plus vieille que des gens sur le chat. Mais dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés après les années 98? Oui, donc La Fabrique est plus vieille que vous vous rendez compte? Je suis né en 2005, 2002, 2000, 99, 2005, 2007. Mais attends, mais t'as quel âge? T'as 18 ans? Allez, ça dégage. Je suis né en 2001, 2000, j'ai le même âge que La Fabrique. 2004, 96, 95, ça y est, je deviens vieux en fait, ça y est. Depuis 98, cet éditeur influence le débat au sein des franges radicales de la gauche. C'est nous ça. Mais c'est pas mal, je suis d'accord. Et publie des auteurs qui oscillent entre révisionnisme historique, racisme et antisémitisme. Pourquoi mettez juste racisme? Ça m'énerve. En 2025, il y a encore des gens qui distinguent racisme et antisémitisme. Genre, entre révisionnisme historique, racisme et racisme. Ça n'a pas de sens en fait. Ce jour de septembre, Ouria Boutelja, coiffé d'un turban et vêtu d'un imperméable noir Adidas, sort du RERC pour se rendre à la fête de l'humanité en Essonne. La fondatrice du Parti des indigènes de la République, pourfendeuse de Charlie Hebdo, est accompagnée de son amie Louisa Yousfi, journaliste critique littéraire, habituée du média décolonial Parole d'honneur. Habituée, oui, c'est le peu de le dire, oui, qu'elle est habituée du média Parole d'honneur. Elle a été l'une des fondatrices du média. Hein. Oui, Ouria, c'est la street. Bien sûr que c'est la street, Ouria. Leur point commun? Elles publient leurs ouvrages à La Fabrique. Eh bien, maison d'édition indépendante aux couvertures sobres, sans illustration. Alors parfois, il y a des illustrations sur certains livres, mais justement, les livres à une illustration, je les trouve moins beaux que les livres sans illustration. Et c'est vrai que La Fabrique, là où ils ont vraiment baisé le game, c'est d'avoir vraiment leur DA qui est très reconnaissable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de maisons d'édition qui font ça, qui s'inspirent de cette donnée, de dire, faut avoir son style, quoi, se faire reconnaître. Oui, sur les Qatars, il y a une illustration. Sur le livre de Mehdi Maizi, il y a une illustration. Sur les livres de l'espace, il y a une illustration. Sur le livre de Mao, il y a une illustration. Moi, je préfère qu'il n'y en a pas. Oui, c'est trop beau en bibliothèque. Et après, c'est un livre, les gens. Hein. Vous pouvez faire la meilleure illustration. Ça restera dedans des mots. C'est quand même dingue, les livres. Hein. C'est juste des mots. C'est ouf. C'est juste des mots que tu as écrits sur des pages. Je sais pas, moi ça me fascine parfois, ça me fait un truc que putain, c'est juste ça en fait. Sans illustration, uniquement le titre en police Rockwell sur fond uni. La Fabrique est présente à ce rendez-vous annuel des communistes. Dans l'air flotte une odeur de terre et de merguez grillées. Les badauds passent devant le stand où s'alignent tote bags et ouvrages pour enrichir leur bibliothèque, pépinière des pensées radicales. Au choix, si l'on ouvre pour Palestine comme pour la terre d'Andreas Malm, on peut apprendre que le Hamas est une force émancipatrice. Si nous adoptons le point de vue marxiste sur la démocratie bourgeoise, alors il nous faut conclure que Gaza, sous l'autorité du Hamas, est l'incarnation la plus complète qu'on puisse trouver entre Beyrouth et Tunis d'une telle démocratie. En gros, Andreas Malm explique dans le livre que c'est une organisation qui lutte pour l'indépendance de la Palestine. Voilà ce qu'explique Andreas Malm. Et il explique que les marxistes, la priorité en Palestine, c'est l'indépendance de la Palestine. Hein, avant qu'il y a certains marxistes qui sont en mode lutte des classes,
lutte des classes. Ok, mais d'abord l'indépendance de la Palestine. Si l'on préfère le texte collectif contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, mais mettez les titres en italique là. Je savais pas que c'était le titre. Mettez en italique, c'est la règle en fait. Il y a un titre, vous le mettez en putain d'italique. On lit sous la plume de l'artiste Ariela Aisha Azoulay que la création de l'État d'Israël est un crime contre l'humanité. La punchline. Quelques lignes plus loin, elle décrit le 7 octobre comme un acte de résistance des Palestiniennes et des Palestiniens contre les 1000 morts qu'elles et ils ont subis depuis 1948. Alors je pense que depuis 1948, il y a eu plus de 1000 morts. Voilà, si vous pouvez... je vous le dis au cas où. Hein. Je crois, il faut vérifier peut-être les stats, mais je crois que depuis 1948, il y a eu beaucoup plus que 1000 morts. Donc j'ai l'impression que vous avez une lecture assez hasardeuse de ce que dit Ariela Aisha Azoulay. Je pense pas qu'elle dit qu'il y a eu 1000 morts comme ça. Je pense que le propos est beaucoup plus développé. Page 145 du même livre, c'est au tour d'Ouria Boutedja de prendre le relais. Dans son chapitre, elle écrit « À chaque fois que la Palestine résiste, quelle que soit la forme que prend sa lutte, de la plus pacifique à la plus violente, il s'en prend dans les faits à la virginité blanche. C'est là que commence le martyre palestinien. Et c'est là qu'il doit prendre fin, car comment cibler le colon sans atteindre le juif ?» C'est sûr que si tu mets des extraits comme ça sans avoir tout le développement, ça fait un petit peu bizarre. Tu vois, t'es un peu en mode, oula, mais qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'elle dit de... Tu vois, si t'as pas lu, t'es en mode, mais pourquoi atteindre le juif? Les phrases que tu sors du contexte complet, on a l'habitude. Hein. On a l'habitude, on se rappelle que Ouria aurait justifié le fait que les Noirs et les Arabes puissent violer des femmes noires et arabes, etc., etc. On connaît la méthode. C'est aussi, vous savez, sur le truc de la tarlouse, hein, sortie de son contexte, même parfois ils enlèvent les guillemets et tout, voilà. Oui, les sous-chiens aussi, etc. Ouais. Bref, les propos, tu sais, tu prends 3 lignes dans tout un développement, tu peux en faire dire tout et n'importe quoi. Parce que même là, en fait, tu prends l'extrait d'Ouria, tu comprends pas ce qu'elle veut dire. Mais c'est normal, je veux dire, tu prends pas 3 phrases dans un texte de 15 pages, ça n'a pas de sens. Ces propos sont mis en avant par une maison d'édition qui se veut, depuis près de 30 ans, pépinière des pensées radicales. Dans une pièce de 40 mètres carrés, située près du parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e, une petite équipe de 3 personnes lit et édite des textes destinés à subvertir l'ordre établi. Selon Jean Morizot, actuel co-gérant avec Stella Meliani Belkacem. Stella Lagotin. Dès sa fondation, la maison se piquait de ne sélectionner que des livres à même de fournir des armes théoriques à leurs projets révolutionnaires. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont classe, la Fabrique. C'est là qu'on voit que c'est une bonne maison d'édition. Et on comprend pourquoi on va acheter les livres de la Fabrique. Faut pas espérer que le point soit rigoureux et honnête aussi. Oui, c'est vrai. Au début, il publiait des textes percutants, avec un réel crédit intellectuel. Aujourd'hui, il y a un problème de casting, estime une professeure à Sciences Po. Putain, mais je veux dire, t'es même pas capable de partager ça à visage découvert, ferme ta gueule en fait. Avant c'était bien, maintenant c'est nul en fait. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Avant la Fabrique c'était cool, hein, mais maintenant c'est devenu nul en fait. Dans le microcosme de l'intelligentsia radical chic, est-ce qu'on en fait partie? Vous pensez qu'on fait partie du microcosme de l'intelligentsia radical chic? Parce que moi, je dirais ça à ma mère. Je dirais, maman, ton fils fait partie du microcosme de l'intelligentsia radical chic, hein, je te signale. Hein. Donc respecte un petit peu. Hein. La Fabrique séduit. Mes étudiants à l'école des hautes études sont extraordinairement réceptifs à la Fabrique. Observe la sociologue Sylvaine Bull. Je ne sais absolument pas qui c'est, Sylvaine Bull. Je ne connais pas son avis sur la société israélienne. Là, du peu que je dirais, ce serait peut-être... ouais, je sais pas. On va pas s'avancer. Mais juste, j'ai jamais entendu parler de Sylvaine Bull. Vous connaissez, vous? Elle insulte les antisionistes antisémites dans la revue K. Ah, ok. Elle est dans sa bulle, quoi. Ok, ouais, ça serait plutôt une sioniste de gauche, quoi, c'est ça? Dans l'un de mes séminaires, tout le monde a le point de vue génocidaire sur Gaza. La moitié lit la Fabrique. Ah, ok. Donc, pour elle, le problème, c'est qu'il y a des gens qui parlent de génocide à Gaza. Et donc, ça viendrait de gens qui lisent la Fabrique. Bon, voilà, ça veut tout dire. Hein. Bah, je pense que pour elle, l'AMCEDO, c'est que, on parle trop, on fait comme si on parle de génocide alors que ce serait pas le terme à utiliser. La salle des opérations conjointes palestiniennes contient aussi bien le Hamas que le FPLP, le JIP, le Djihad islamique et d'autres organes. Il faut vraiment défaire ce mythe médiatique autour de la résistance palestinienne. Par exemple, faire la comparaison avec la résistance française pour faire comprendre que ce
sous occupation, c'est normal d'avoir différentes forces politiques armées coalisées. Bah oui, oui, oui. Oui, oui, mais c'est pour ça que nous, on a toujours réfuté le truc de la guerre Israël-Hamas. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. La moitié de l'ONU liée à la fabrique, oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'à l'ONU, il y a des gens qui parlent de génocide, c'est parce qu'ils ont les livres de la fabrique. Si les étudiants sociaux lisent la fabrique, ça donne espoir pour les futurs sociologues, oui. Bah, je pense qu'il y a une panique chez certains profs réactionnaires du fait que tu as pas mal d'étudiants qui se radicalisent sur ces idées-là. Hein. Il y a un problème, c'est le monde blanc. Il y a un sous-problème, ce sont les juifs. Non, mais... non, mais le charcutage que tu dois faire dans les textes de Ouria pour retenir ça, les gens. Le niveau de malhonnêteté, non, mais c'est pas du tout... Non, pas du tout tronqué. Non, Ouria, c'est son propos. En fait, Ouria, elle arrive, elle dit, il y a un problème, c'est le monde blanc. Et après, il y a un sous-problème, c'est les juifs. Allez, salut. Non, mais c'est grave, les gens, c'est grave. Voilà, la déontologie journalistique du Point. Depuis bientôt 10 ans, cette maison d'édition donne corps aux thèses d'Ouria Boutedja. Bon, en 10 ans, elle a écrit 2 livres, ça va. Elle a écrit 2 livres à la fabrique, ça va, quoi. Le 17 mars 2016, elle présente son premier livre, Les Blancs, les Juifs et nous. Attendez, il y a un truc, Les Blancs, les Juifs et nous, ça fait 10 ans maintenant. Il y a un moment donné, il faut passer à autre chose. On s'en fout, c'est même plus les débats, là. Faut passer à autre chose. Je veux dire, même à gauche, c'est bon, les gens ont compris le livre, Les Blancs, les Juifs et nous. Et oui, on se demande si c'est sur Ouria ou sur la fabrique, mais j'imagine que pour le Point, la manière de critiquer la fabrique, c'est de viser Ouria, qui est la sorcière principale en France. Elle raconte avoir eu peur de ne pas trouver d'éditeur. Remercie Éric Hazan, fondateur et dirigeant de la fabrique, jusqu'à sa mort en 2024. Et d'ailleurs, paix à son âme. Grand bonhomme, hein. Grand monsieur Éric Hazan. Hein. Résistant, qui est un marxiste, qui est un anticapitaliste, qui est un antisioniste, quelqu'un de solide. Et d'ailleurs, c'est trop triste qu'on ne soit pas de la même époque parce que je pense que ça aurait été extraordinaire. Une émission avec Ilyes et Éric Hazan, parce que je pense que s'il y a bien une personne qui connaissait mieux Paris que peut-être pas comme Thielman, c'est Éric Hazan. Ça aurait été extraordinaire. Éric Hazan connaissait Paris comme sa poche et ça aurait fait des émissions de malade. Il connaissait tout. Entre 2 gorgées de bière, il écoute sa nouvelle protégée. Il y a un problème, c'est le monde blanc. Il y a un sous-problème, ce sont les juifs. Lance-t-elle avant d'expliquer qu'elle refuse de se rendre à Auschwitz car ce serait nous faire endosser le crime blanc. Ça encore, allez lire le livre Les Blancs, les Juifs et nous qui aborde plus longuement la question de Auschwitz. On voit surtout maintenant avec l'actualité de ce qui se passe en Palestine et la tentative de faire croire qu'en fait les nazis et la solution finale et l'idée de génocider les juifs, ça aurait été soufflé par le grand moufti de Jérusalem. Il y a de plus en plus la volonté de faire croire que ce seraient les arabo-musulmans qui auraient donné l'idée aux nazis de génocider les juifs. Ce qui est grave en termes de négationnisme, parce que ça veut dire que sans ça, les nazis auraient été tranquilles, quoi. Non, c'est pas eux qui voulaient ça, quoi. Mais donc, c'est de rappeler que la Shoah est surtout un crime européen. Ouais, c'est un produit européen, la Shoah. Puis, Éric Hazan prend le micro. De façon plus générale, il faut résister à mort à l'instrumentalisation du génocide nazi. Ce n'est plus possible. C'est devenu une espèce de religion internationale. Il faut lutter contre ça par tous les moyens. Il faut démonter cette blague. Et donc, cette instrumentalisation, c'est notamment le fait que Israël commet un génocide en Palestine en prenant comme justification le fait que les Juifs aient subi un génocide par les nazis et que les musulmans, et notamment les Palestiniens, auraient le même objectif. Voilà, c'est ça. Et l'instrumentalisation, tu pourrais aussi parler de l'instrumentalisation. En fait, comment ce terme nazi, tu peux l'utiliser à toutes les sauces, et c'est notamment ce que fait aussi Poutine en Ukraine, en justifiant la guerre en Ukraine, en disant que, en fait, si on ne fait pas ça, les nazis seront au pouvoir. Tu vois. Donc oui, il y a plein d'instrumentalisation des crimes nazis. Ce moment fut une rupture pour certains lecteurs de la fabrique. Reconnu pour ses travaux sur l'écologie politique et la société israélienne, Sylvain Bull a été choqué par ce brûlot au relent antisémite et soralien. Bon voilà, ça nous dit un peu beaucoup sur Sylvain Bull, quoi. Voilà, quoi. Ok. Où Boutedja écrit que les Juifs, la race des seigneurs... Non mais... Aïe. Quand tu choisis ce que tu veux, oui, ça sonne un peu en mode oula, elle est bizarre un petit peu, cette Ouria Boutedja. Ont été élus par l'Occident pour être le bras armé de l'impérialisme occidental dans le monde arabe. Par contre, oui, Israël est utilisé par les Occidentaux pour servir leurs intérêts. Oui. Je pense que Israël est une base avancée de l'impérialisme occidental dans le monde arabe. Oui. Il y a vraiment des débats à avoir sur ça. Mais je rappelle la position de certains penseurs du Moyen-Orient. Israël est le petit
petit Satan, les États-Unis et le grand Satan. Je trouve que cette phrase résume tellement de choses. En plus, ça fait taire le truc de ils sont antisémites. Justement, contre la lecture d'un lobby juif qui dominerait les États-Unis, qui amènerait les États-Unis à soutenir Israël à cause du lobby juif, la phrase Israël petit Satan, États-Unis grand Satan renverse cette tendance, cette lecture antisémite en disant non. Le vrai problème, c'est l'impérialisme occidental. Hein. C'est pas Israël en lui. Israël est un problème, mais la tête pensante, c'est l'impérialisme occidental. Boutelja, c'est le tournant, explique-t-elle. Cela nous a sidérés. Qui nous? C'est qui le nous? Sylvain Bull, pour l'instant, il n'y a que toi qui as interrogé dans l'article. Tu parles au nom de qui? Moi, il n'y a pas de souci. Tu peux parler au nom de certaines personnes. Mais c'est qui le nous qui a été sidéré? Wissam, t'es un petit ou un grand frère musulman? Je suis un petit grand frère musulman. Voilà, tu le vois, lui? Depuis, je qualifierais la ligne de la fabrique de radicalité médiocre. Ouais, Sylvain Bull, c'est quoi ta radicalité? C'est quoi ce que tu as écrit? C'est quoi tes propositions? Moi, s'il y a Sylvain Bull qui me dit ouais, votre radicalité est médiocre, je suis en mode Alhamdulillah. Alhamdulillah. La fabrique, c'était pour beaucoup d'intellectuels de gauche les essais de Jacques Rancière sur la politique de l'esthétique. Oui, mais bon, Jacques Rancière est toujours publié par la fabrique, hein, je tiens à vous signaler. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Imaginons que ce que vous aimiez chez la fabrique, c'était Jacques Rancière. Ça tombe bien, Jacques Rancière écrit toujours. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, Jacques Rancière, il n'écrit pas que sur l'esthétique. Hein. Il écrit aussi sur la politique. Il a aussi des ouvrages politiques édités à la fabrique. Et je pense que Jacques Rancière, sur la question de l'antisionisme, il serait plutôt du côté de la fabrique. On dirait que avant, c'était Marianne, la fabrique. Oui, c'est trop chelou. Les récits de déambulation parisienne aux influences balsaciennes et baudelairiennes d'Éric Cazan. Éric Cazan a toujours été antisioniste dans la fabrique. Hein. Avant même d'éditer Ouria Boutelja, Éric Cazan éditait des livres antisionistes. Il en a même coécrit des livres antisionistes et pro-palestiniens. On a l'impression que, paf, ou rien, un tournant. Non, il n'y a pas de changement idéologique. Hein. Surtout, Jacques Rancière passe sur scène avec You Suis, donc je pense pas que ça le gêne. Oui, en plus. Le visage, pendant plus de 20 ans, de cette maison dont les textes furent couronnés de succès critiques jusque dans les pages du Figaro littéraire. Là, en fait, le vrai truc, ce qui les dérange, c'est qu'il y a des gens comme Ouria ou Louisa qui écrivent à la fabrique. Genre, il y a les radicaux islamo-gauchistes et antisionistes qui sont à la fabrique. Sauf que la fabrique a toujours été sur cette ligne-là. Hein. Nous voulions en faire une maison d'édition militante. Nous partagions une ligne commune sur le Proche-Orient et Israël. Nous étions favorables à 2 États. Oh mais putain, mais c'est pas possible. C'est quoi ces positions nulles là? Oh là là. On était favorable à 2 États. À l'époque, on était favorable à 2 États. Ah, faut arrêter. Donc, on rappelle, Ouria Boutelja l'a publié en 2016. Voilà ce que écrivait Éric Cazan en 2012. Un État commun entre le Jourdain et la mer. Donc, le tournant n'a pas été Ouria Boutelja. Déjà en 2012, Éric Cazan parlait et écrivait avec Eyal Sivan, qui est un cinéaste, je crois, qui était israélien. Je dis qui était parce qu'il n'est pas mort, hein, mais je ne sais pas s'il a abandonné sa nationalité israélienne. Mais bref, c'est une grande figure aussi de BDS. Et lui, sur BDS, sur boycott des investissements sanctions, il a beaucoup le truc culturel, hein, de boycotter les produits culturels israéliens. Et en 2012, il y avait déjà ce livre du jeu de Un État commun entre le Jourdain et la mer. Hein. Voilà. Mais bref. Mais rappelez-vous que le tournant, c'est 2016, c'est Ouria. Hein. Rappelez-vous. Hein. Cette position disparaîtra peu à peu des publications de la fabrique au profit de l'idée d'un État binational. Quel est le problème, là, par exemple? Quel est le problème pour les gens d'un État binational? Ça, c'est une folie. Hein. Peut-être que la ligne de la fabrique a évolué, qu'elle est plus radicale aujourd'hui, dit Jean-Marc Levent. Un brin gêné. J'ai lu le livre d'Ouria Boutelja. Je l'ai trouvé radical et provocateur. Oui, c'est pas... Ok, mais ça nous dit pas la qualité, ça nous dit pas... Radical et provocateur, c'est pas péjoratif. Hein. Ça peut être un bon livre radical et provocateur. Vous sucez Charlie Hebdo. Normalement, Charlie Hebdo, ça doit être radical et provocateur. Je comprends pas. Je vois pas le problème. Faut-il dater le tournant de la fabrique à sa publication d'Ouria Boutelja? Selon plusieurs observateurs, le problème est davantage systémique et remonte aux premières années. Ah! Il y a des gens pour qui, non, ce n'est pas Ouria Boutelja le problème, c'était déjà en germe dans la fabrique. Et je suis plus d'accord avec eux. Je trouve ça plus cohérent de dire que ça a toujours été la ligne d'édition de la fabrique, quoi. La publication des livres d'Ouria Boutelja est très cohérente avec tout l'écosystème idéologique de la fabrique. Je suis totalement d'accord. Il n'y a pas une rupture avec Ouria Boutelja. Après, pour eux, c'est juste une mauvaise chose. Hein. Pour eux, ils disent « Non, mais la fabrique, c'était de la merde avant Ouria Boutelja. Hein. C'est une gauche morte, décomposée. » Analyse l'un d'entre eux. S'il vous plaît, qui dit ça?
qui ose dire que la fabrique est une gauche morte décomposée. Ça voudrait dire que lui fait partie d'une gauche vivante. Je veux avoir le nom de la personne qui dit ça. C'est quoi ta gauche vivante? Je suis désolé, la fabrique, ça fait plutôt partie de cette gauche-là qui vit, qui est dynamique, qui analyse les questions en cours, qui est vraiment sur les questions du moment, qui s'engage, qui édite des intellectuels influents du moment. Je comprends pas. C'est quoi cette gauche morte, Glucksmann, Nolo? Ça m'étonnerait pas que ce soit un Nolo. En 2000, avec la publication de L'industrie de l'Holocauste de Norman Finkelstein, je me rappelle, je l'avais lu en 2008, ce livre, et à l'époque, je l'avais trouvé plutôt cool, mais je me rappelle plus trop. Ça va bientôt faire 20 ans que je l'ai lu. Donc, je me rappelle plus trop de ce qu'il y avait dedans. Et il me semble que l'un des propos, c'était en gros de dire de la part de Norman Finkelstein que, comme on dit maintenant, il y avait une instrumentalisation de l'Holocauste et de la Shoah pour justifier d'autres crimes. Et que notamment Israël justifiait son existence et sa colonisation à partir des crimes nazis. Et que lui trouvait ça dégueulasse. Donc il disait que c'est instrumentaliser de manière honteuse les victimes du nazisme parce qu'on les utilise comme caution pour justifier d'autres crimes et d'autres massacres. Et notamment les massacres qui se déroulaient en Israël. Voilà le souvenir du livre que j'ai de Norman Finkelstein, qui me semble être un bon livre. Après, c'est à relire. Hein. Là, je vous dis ça avec des pincettes, non pas parce que je suis sceptique, mais juste parce que je me rappelle plus trop du livre, quoi. On va voir ceux qui sont de ma génération. Pourquoi on se rappelle de Finkelstein? Quand est-ce qu'on a connu Finkelstein? On va voir ceux qui sur Internet. On va voir ceux qui connaissent le truc dans la fac. Ah, Raz, j'étais sûr. Les gens, c'est ça. Voilà, je vais vous montrer l'extrait qui nous a tous fait connaître. Crocodile, exactement. On voit les trentenaires. Cette vidéo, elle est trop stylée, les gens. Je pense que tous les trentenaires qui s'intéressent à la Palestine connaissent cette vidéo. C'est ça. Not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German. And they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears to the crocodile tears. No. I'm so, folks. On dirait vraiment qu'elle se force à pleurer presque. C'est horrible. Allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Sir, I don't like to play before an audience the Holocaust card. Now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. Ah là, on était à l'époque, on était, oui, c'est ça. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's being done. Le GOAT ou pas le GOAT? Il y a des gens qui connaissaient pas cette vidéo, mais les gens, pour moi, c'est une légende cette vidéo. C'est le b.a.-ba. Et je veux dire, ça fait partie de mes trucs de politisation cette vidéo. Je pense que ces vidéos, ça fait partie des trucs qui m'ont sauvé de l'antisémitisme. C'est vraiment quand je commençais à me politiser sur Israël et tout, et j'ai vu ce gars et je me suis dit, ah mais en fait, il y a des gens qui ont vécu ça, faut pas que je sois dans le truc de, ah les juifs, je vois qu'il y a des juifs qui sont antisionistes, qui refusent ces crimes et tout. Vraiment, les gens, c'est le b.a.-ba. Et le livre, c'est à peu près ça.
Le livre, c'est autour de tout cet argumentaire-là et comment des gens utilisent les crimes nazis pour justifier que ce soit la colonisation d'Israël ou même plus loin les crimes d'Israël. Donc c'est vraiment vraiment cool et c'est dingue en fait. Il y a une transmission à faire sur Internet parce que les jeunes générations n'ont pas vu nos vidéos à nous. Je vous mets le lien ici, les gens. Je vous mets le lin ici. Dis-toi qu'il détruit les influenceurs droitards sur Israël. Oui, mais et surtout les gens, ça c'est les années 2000. Là, on parle pas d'une vidéo qui date d'il y a 3-4 ans et même pas d'une vidéo qui est là avec l'actualité de ce qui se passe en Palestine. Ça c'est le milieu des années 2000 qu'il y a eu ça. Donc le gars, ça fait des années et des années et des années qu'il est sur la lutte palestinienne. Alors, en 2001, la Fabrique est accusée de donner un vernis intellectuel à un texte complotiste recyclant des tropes antisémites. L'Holocauste y est présenté comme une industrie et un business. Oh là là. Mené par le groupe ethnique des États-Unis qui a le mieux réussi les Juifs afin d'extorquer de l'argent. Non mais voilà le résumé, les gens. Je vous jure que même 20 ans après, faut vraiment être très fort pour résumer le livre comme ça. Le groupe ethnique. En plus, tu sens les trucs qui citent. Le livre fait 200 pages, il cite ça. Et plus loin, des Juifs afin d'extorquer de l'argent aux banques. Tu vois, tu sens qu'ils n'ont même pas pu faire une citation complète là. Il y a vraiment 3 mots. Non mais vraiment les gars, non mais vous êtes ridicules. C'est ridicule. Ridicule. Le livre c'est Holocaust Industry. Oui, je pense qu'ils sont arrêtés au titre et au 4e de couverture. À ce niveau, c'est de la diffamation. Le problème avec la diffamation, les gens, c'est que pour porter plainte pour diffamation, c'est extrêmement compliqué de gagner. Même quand vraiment vous êtes diffamé de ouf, c'est ultra compliqué de gagner. À l'époque, Éric Hazan avait demandé à l'historien Pierre Vidal-Naquet, engagé contre le négationnisme, de préfacer cet ouvrage. Il a refusé, raconte l'historienne Stéphanie Courbule-Char. C'est qui elle? Qui fut son élève. Il disait qu'il fallait faire attention, que c'était un livre dangereux. Aujourd'hui, Norman Finkelstein a dérivé vers un antisionisme radical. Norman Finkelstein a dit que c'était un acte de résistance. Voilà pourquoi il est attaqué aux États-Unis et pourquoi il y a eu une grosse campagne contre lui. Oui, j'ai vu la sauce aussi sur Julien Terry, j'en profite pour lui apporter mon soutien. Mais je crois qu'il avait fait une liste de personnes qui soutiennent le génocide et ils ont tronqué ça en mode Julien Terry ferait la liste des Juifs, ce qui est complètement faux. Voilà. Mais il est dans une grosse sauce, Julien Terry, et on lui apporte tout notre soutien à Julien Terry. Il a notamment soutenu le Hezbollah et affirmé que Hitler ne voulait pas la guerre, mais souhaitait emprunter la voie pacifiste. Je veux bien la source de ça là. Que Hitler ne voulait pas la guerre, mais souhaitait emprunter la voie pacifiste. À mon sens, repris par les négationnistes. Je veux bien le lien. En fait, quand vous mettez des citations, mettez-nous le lien de l'article. Je veux dire, c'est quand même ouf quoi qu'on ait rien quoi. C'est juste elle. Il a dit ça. Il a absolument dit ça. C'est chiant car on peut même plus vraiment parler de l'antisémitisme et du négationnisme réellement existant à cause de leur diffamation. Pour moi, de faire croire que la Shoah est une production des musulmans, que c'est les musulmans qui ont produit la Shoah, de voir Netanyahou de lancer cette rumeur comme quoi ce serait le grand moufti de Jérusalem qui aurait donné l'idée à Hitler de procéder à la Shoah, c'est une forme de négationnisme. Ça fait partie du négationnisme contemporain. Donc il y a le négationnisme classique de l'extrême droite, un peu comme Soral, qui vont nier les chambres à gaz, nier le fait que les Juifs ont été génocidés. Et il y a aussi une autre forme de négationnisme, de faire reposer la responsabilité de l'antisémitisme et notamment de la Shoah sur le dos des Arabes. Plusieurs chercheurs ont aussi noté, c'est qui les chercheurs, que Éric Hazan n'avait pas hésité à durcir certains passages de l'industrie de l'Holocauste, affirmant que l'écrivain négationniste David Irving avait apporté une contribution indispensable à notre connaissance de la Seconde Guerre mondiale. Dans une note de bas de page, Hazan décrit Irving comme victime de la justice britannique. Mais où? Mais donnez-nous des trucs, vous parlez de quoi? De où? C'est, en fait, tu n'as aucune donnée. Moi, je ne sais même pas qui c'est David Irving. Je ne sais même pas dans quel livre Éric Hazan aurait dit ça. Je ne sais même pas dans quel contexte il dit ça. En fait, ils sont juste en train de nous dire « Hey, croyez-nous sur parole, Éric Hazan était négationniste. Il soutenait les négationnistes, il était antisémite. Il n'y a pas de source, il n'y a rien. » Ce qui est vraiment salaud de leur part, c'est de mettre des citations sans que même ils nous disent où trouver la citation dans une note de bas de page. De quel livre? Ce livre marque le passage à l'extrême gauche de thèses qui existaient depuis longtemps à l'extrême droite, explique un chercheur qui gravite dans les cercles anticapitalistes. Mais notez-vous, c'est les chercheurs qui osent pas parler à visage découvert comme ça, là, ça m'énerve. Surtout pour donner un avis
avis là. Si tu donnes ton avis, en fait, quand tu donnes ton avis et que tu veux qu'il y ait ton crédit de chercheur, dis-nous qui tu es. Tu peux pas vouloir bénéficier de ton crédit de chercheur pour qu'on donne du poids à tes propos sans que tu nous dises qui tu es en fait. Dans les années 90-2000, des intellectuels de gauche replacent la Shoah dans un cadre colonial. En fait, c'est pas depuis les années 90-2000. Déjà, Aimé Césaire, il y a 70 ans, disait que la Shoah, c'était la continuité des politiques coloniales et qu'en gros, les Européens ont produit en Europe même ce qu'ils produisent dans les territoires coloniaux et les massacres qu'ils ont produits dans les territoires coloniaux. C'est pas une théorie nouvelle, hein. C'est juste que ça a été un peu plus repris, notamment avec la montée en puissance des analyses décoloniales et la prise en compte de l'histoire coloniale européenne. Il montre qu'il y a une continuité et c'est maintenant une théorie qui a aussi été qui est aussi partagée par d'autres chercheurs qui sont particulièrement influents sur l'histoire nazie. Chapoutot lui-même explique que c'est pas seulement un phénomène allemand, mais que c'est lié avec toute la montée de l'antisémitisme en Europe et qu'il y a forcément des liens avec les politiques coloniales. Oui, mais parce que c'est lié aussi aux politiques racistes, à cette vision raciale de l'humanité. Voilà, oui, c'est logique. Pour instaurer une concurrence des mémoires, mais pourquoi Ah, putain. On passe de l'antisémitisme à l'islamophobie, avec l'idée qu'il n'y a plus d'antisémitisme et que les juifs sont du côté des dominants. Mais comment on whippine comme ça? À quel moment on est passé d'un coup comme ça? Genre, à quel moment on passe de l'antisémitisme à l'islamophobie? Eux, ils sont en mode, on n'aurait jamais dû parler d'islamophobie, on aurait dû parler que d'antisémitisme. Sauf que nous, on parle des deux. Et c'est pour ça que nous, on va parler de racisme et qu'on va dire que dans le racisme, il y a l'islamophobie, il y a l'antisémitisme, il y a la homophobie, il y a la négrophobie. Et que si on veut la disparition de l'antisémitisme, il faut forcément la disparition des autres racismes. On ne peut pas espérer la disparition de l'antisémitisme ou de tout autre racisme sans la disparition de tous les autres racismes. Donc nous, il n'y a même pas de concurrence. Et nous, c'est soit ça disparaît de tout, soit ça va rester. Et qu'on dit même que non. Je veux dire, en plus, le truc que les juifs sont du côté des dominants, on n'arrête pas de dire que la République française est fondamentalement antisémite et que le philosémitisme qu'il y a actuellement dans la République française est un leurre et que c'est quelque chose qui est profondément antisémite. Allez voir, il y avait une super lettre de Ouria Boutelja à Éric Zemmour. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le lien. Ça date d'il y a 10 ans, je crois, mais c'est vraiment très court et le texte est très, très percutant. Et elle dit notamment à Zemmour, tu te trompes en pensant que, en tant que juif, ton futur, c'est dans la République française. La République française est profondément antisémite. Et il y a un moment donné, imaginons même que ça vire tous les Noirs et les Arabes, elle s'en prendra aux Juifs. Et là, tu seras seul. Rejoins plutôt l'antisémitisme. Merci. Ah, pardon, rejoins l'antisémite. Rejoins l'antiracisme. Il m'a perturbé. Rejoins l'antiracisme. Veut dire l'avenir des Juifs de France se trouve dans l'antiracisme et dans le décolonial. Mais lui-même, il est antisémite. Bah oui, mais Zemmour est profondément antisémite. Et tout son discours de être juif, c'est être juif au privé en France. Si tu es un citoyen français intégré, tu es juif de manière privée. C'est un discours qui est profondément antisémite. Moi, je suis pour que les juifs puissent être juifs dans l'espace public. Voilà. Pour construire la figure de la victime absolue, il faut relativiser la Shoah où les juifs apparaissent comme les victimes suprêmes. Mais donc, pour eux, ça voudrait dire qu'avec la Shoah, on verrait que les victimes suprêmes, c'est les juifs. Parce que pour nous, il n'y a pas de victime suprême ou il n'y a pas de victime absolue. Tout le monde a eu son lot de drame. Moi, ça m'intéresse même pas ce débat de savoir qui sont les plus grandes victimes du racisme, etc. C'est même pas un débat à avoir. Donc, je vois pas à quel moment on va essayer de mesurer qui sont les plus victimes d'autres. Le problème, c'est de devoir mesurer les souffrances des gens. Bah, t'es mal parti, quoi. T'es mal parti. Comment t'arrives à mesurer? Parce que là, sur la Seconde Guerre mondiale, on parle principalement du génocide des Juifs. Et on parle relativement peu du génocide des gens du voyage ou des homosexuels, même les personnes handicapées, oui, etc. Oui, il y a eu les tziganes, les opposants politiques, les personnes handicapées. Ok. Mais bref, mais tu ne peux pas, il n'y a pas de critères pour essayer de voir à quel point telle personne a plus souffert
considère telle catégorie a plus souffert qu'une autre. Pour moi, c'est une discussion qui est perdue d'avance. En plus, tu joues avec les subjectivités, tu joues avec des questions extrêmement sensibles. Tu es qui pour essayer de faire le critère de souffrance de certaines populations, surtout quand tu parles de crimes de masse, de massacres, d'esclavage, de génocide, de nettoyage ethnique. C'est impossible. Moralement, c'est un chemin sur lequel je ne veux pas aller, mais même si on voulait y aller, techniquement, il me semble impossible à tenir. Je ne vois pas comment matériellement tu pourrais établir des critères de mesure de souffrance quand tu parles de crimes de masse, de crimes contre l'humanité. Mais les homosexuels, c'est pas vraiment un peuple, un groupe ethnique, donc c'est compliqué. Ah bah oui, c'est vrai, effectivement, oui. La Shoah est ainsi présentée comme un phénomène bureaucratique de la modernité, vidé de toute analyse de l'idéologie antisémite nazie. Mais d'où on va résumer la Shoah à dire c'est l'administration. Mais attends, c'est une folie. Genre, il n'y a pas du tout... Non, on nie le caractère idéologique dans la Shoah. On nie toutes les justifications nazies de supériorité aryenne, d'infériorisation des Juifs. Non mais attendez, mais c'est pas possible. Le niveau de mensonge de cet article. Cette thèse se retrouve au cœur du livre Modernité et Holocauste de Zygmunt Bauman. Mais des gens, en fait, c'est pas parce qu'il y a un livre qui va se centrer sur un certain aspect de la Shoah, un certain aspect du génocide des Juifs, notamment l'aspect bureaucratique dans la gestion de ce génocide juif. D'ailleurs, en fait, l'une des grandes particularités du génocide juif, c'est que c'est l'un des premiers génocides, si ce n'est le premier génocide qui se fait à l'échelle industrielle. C'est ça l'une l'une des grandes particularités du génocide des Juifs avec les nazis, c'est que c'est un génocide à l'ère industrielle et qui utilise des moyens industriels et on le voit avec le nombre important, inimaginable de victimes. Mais explorer une sphère, un domaine, un champ de ce génocide, ça ne veut pas dire nier tous les autres caractéristiques de ce génocide. L'intérêt de la recherche, c'est que chaque chercheur va se concentrer sur un aspect spécifique et contribuer à peindre une image complète. Oui, voilà. Celui des hétéros aussi était industriel. Les gens, je parle des génocides des Juifs, mais en fait, tous les massacres qu'ils ont perpétrés dans les camps de concentration, c'est justement à l'échelle industrielle et notamment l'usage de la bureaucratie et l'usage de toute l'administration moderne à des fins de massacre. C'est ça aussi qui fait l'ignominie de la barbarie nazie. Et en fait, le truc qui prend une ampleur inimaginable, c'est que cette violence a été multipliée par l'aspect très bureaucratique, très moderne et très industriel. Et c'est vraiment de massacrer des gens à la chaîne, dans les chambres à gaz, de les parquer. L'industrialisation de la mort, oui, c'est ça qui a caractérisé la Shoah de 41 à 42. Donc voilà, c'est un des aspects. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas aussi une idéologie et une propagande complètement nazie de les Aryens sont supérieurs et les Juifs sont inférieurs. Oui. Qu'il s'agisse de Shlomo Sand, qui préface un livre de la Fabrique pour expliquer que les Juifs descendent de convertis berbères. Alors ça, les gens... Non mais attendez, je veux dire... Déjà, juste cette phrase, le Shlomo Sand qui préface un livre de la Fabrique pour expliquer que les Juifs descendent des convertis berbères. Et donc, c'est quoi le problème? Je veux dire, à la rigueur, c'est quoi le problème? En plus, ce livre, je vais vous montrer c'est quoi le livre. Le livre ne dit pas que tous les Juifs descendent de convertis berbères. En gros, ce livre explique que contrairement à l'idée dominante selon laquelle dans le judaïsme, il n'y a pas l'idée du prosélytisme et qu'en fait, c'est pour ça que le judaïsme serait un peuple parce qu'ils ne se sont pas mélangés les aux autres. Et en fait, c'est une tradition qui s'est héritée de génération à génération. Ce bouquin vient un peu casser ce mythe en disant non, il y a eu aussi une période de prosélytisme du judaïsme et notamment, c'est comme ça qu'il s'est diffusé dans le Maghreb. Et en fait, il y a eu des berbères qui ont été convertis au judaïsme. Donc c'est ce livre-là. Notre tradition veut que les Juifs d'Afrique du Nord, comme tous ceux de la diaspora, descendent des Juifs de Judée exilés après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Le livre de Julien Cohen, La Cassagne, bouleverse cette idée reçue. Ce n'est pas un peuple en errance qui a traversé les mers, mais une idée, animée d'une puissance dynamique missionnaire, celui du monothéisme. C'est dans les bagages des Phéniciens que le judaïsme a gagné Carthage avant d'être adopté par des tribus berbères et de s'étendre dans l'arrière-pays. Résistant à l'expansion chrétienne
chrétienne puis à celle de l'islam, ces maghrébins juifs ont marqué durablement les sociétés nord-africaines et contribué à une authentique civilisation judéo-musulmane partageant une langue, une culture et même un substrat religieux. La colonisation a bouleversé cet héritage que le Cohen-Lacassagne restitue brillamment contre la tentation d'écrire une histoire juive isolée du reste du monde. Donc voilà le 4e de couverture. Et eux, ils ont résumé ça à... Ouais, il a préfacé un livre pour expliquer que les juifs descendent de convertis berbères. Voilà. Non mais vous vous rendez compte le niveau de diffamation de cet article. Mais allez lire ce livre, il est vraiment très très bien. Et vraiment, il est pas cher, il est court. Hein. Il est court, il se lit très bien. Très très bon livre. Très très bon livre. Mais même en plus, dans l'absolu, quel serait le problème avec le fait qu'il préface un livre où il dit qu'il y a des juifs qui descendent de convertis berbères. Et alors Et donc, ou Dylan Papé, qui s'associe à Youssef Indy, proche des réseaux d'Alain Soral pour son dernier ouvrage. Alors, oui, ça, on va y venir. Il y a un dernier livre de Dylan Papé qui est sorti. Et nous, on n'a pas du tout fait la promo du dernier livre qui est sorti parce qu'il est sorti dans une maison d'édition qui est extrêmement confuse et qui est même plus que confuse, qui a une ligne profondément antisémite. Et c'est la traduction française qui a été publiée dans cette maison d'édition. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'envoyer le lien parce que je ne sais plus. Vous verrez même la couverture. La couverture est ultra chelou. Et il y a des militants qui l'ont alerté. Et notamment de La Fabrique et d'autres marxistes et tout qui ont alerté Ilan Pappé sur le problème de son choix de maison d'édition. Mais ce qu'il faut noter et ce que l'article ne dit pas, c'est que Ilan Pappé a été édité avant que ce livre soit édité là. En plus, le livre de Ilan Pappé qui est édité à La Fabrique, c'est une ancienne édition qui était éditée. Alors, c'était où? Parce que c'est pas. Il était sorti il y a 20 ans, le livre. Hein. C'est juste qu'ils ont fait la réédition La Fabrique parce que la maison d'édition d'origine ne voulait plus éditer ce livre. Fayard, voilà. Fayard. Oui, il a dit que c'était une erreur. Il n'avait pas fait gaffe. Lui, je sais plus quoi. Ouais, mais il faut qu'il fasse plus attention. Faut qu'il fasse plus attention parce que, attendez. Parce que moi, je suis en mode. Putain, gars, fais gaffe où tu édites, quoi. La Fabrique a édité ce livre qui n'est pas une édition, qui est une réédition. La première édition, ça date de 2006. Donc, c'était bien avant que Ilan Pappé édite ce livre dans une maison d'édition extrêmement confuse, voire totalement antisémite. Et le livre de La Fabrique, là, la réédition, elle date du 10 mai 2024. Et donc, là, le dernier livre, édition Ethos. Donc, voilà. Et la couverture, les gens, je suis désolé, mais la couverture, elle fait un peu peur, quoi. Le lobby sioniste des deux côtés de l'Atlantique, préfacé de Youssef Indy. Pour moi, ok, Ilan Pappé s'est excusé, mais pour moi, c'est une grosse erreur. Ça a été une grosse erreur de la part de Ilan Pappé, surtout avec une préface de Youssef Indy, mais c'est après la réédition de la part de La Fabrique. Donc, on ne peut pas accuser La Fabrique d'avoir réédité un livre de 2006 sous prétexte qu'en 2025, Ilan Pappé est édité dans un truc un peu confus. Hein. Et fais voir Ethos qui publie comme livre. Elle est menteur, mon cher Wassi. Précis de britologie. Oh là là. T'as 39 balles le livre, mais ils sont super chers leurs livres à eux. Ça, c'est quoi cette folie? Guide illustré des symboles occultes. Oh là là, cette maison d'édition. Énergie, une crise artificielle. Étude approfondie de la formule Illuminati. Non, mais c'est quoi? Non, mais... Regardez ça, cette maison d'édition de fou du bus. Le pouvoir occulte américain. Le réseau socialiste. Non, mais... Wall Street, ok. Ça fait peur, quoi. Hein. Ça fait peur. Conspiration et société secrète. Ah ouais. Des pions sur un. Le livre jaune. Mais attendez, le livre jaune, c'est pas un truc profondément antisémite? Les familles satanistes. Ah, aïe, 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 aïe. La conjuration antichrétienne. Aïe, 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 ça fait peur. Et donc, vous voyez que les gens, c'est quand même une énorme erreur de la part de Ilan Pappé. C'est quand même grave de ne pas avoir été regardant sur la maison d'édition qui te... Vous inquiétez pas que les éditeurs de gauche sont allés le voir pour lui tirer les oreilles. Contrôle mental. Contrôle mental. C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette merde? Guide du programme de contrôle mental monarque. Vraiment, les gens, après, je vous dis, premier degré, je suis trop intéressé de lire pour voir le niveau de folie de la maison d'édition. Je veux lire les livres, en fait. Ça m'intéresse. Là, je suis intrigué, là. Allez, on fait une dernière thématique. Aventure, exploration, non. Histoire. Oula, allez, histoire. Mais où est donc passé... Non, attends, ils ont fait un livre sur le ressentisme. Oh, les gens, si vous ne connaissez pas la théorie du ressentisme, c'est une théorie complotiste qui vient de Russie, qui explique qu'en fait, il y a 10 siècles qui ont été inventés. Et qu'en gros, on a inventé le Moyen-Âge. En gros, là, on serait en l'an 1000, quoi. Et qu'il y a des intellectuels et tout qui ont inventé le Moyen-Âge. Je vous jure que c'est vrai. Et on en fait un dernier. Oula, putain, ils ont Minecraft. Oh là là, ils éditent. Non, mais... Oh là là.
Oh, la maison d'édition de fou du bus. Un classique. Et Ilan Pappé s'est fait éditer là-bas. Non, mais sérieux. Non, mais les gens, c'est pour ça que je me dis que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est dingue. 100 balles que c'est leur meilleure vente. C'est une folie. Hitler n'est pas mort à Berlin. Comment les services secrets britanniques l'ont aidé à quitter l'Allemagne? Ah, les gens, je vous jure que ça me fascine des livres comme ça. J'ai envie de les lire pour voir le niveau de délire, quoi. Après, le problème, c'est que tu vas pas payer 30 balles pour ça. Faut absolument... J'ai même pas besoin de le dire. Achetez pas. Achetez pas. Mais j'ai quand même envie de lire leur folie. Vous savez, je suis un peu intrigué par le niveau de folie du bus. Bref, voilà où a écrit Ilan Pappé. Donc, grave erreur, mais tu peux pas reprocher ça à la fabrique parce qu'il l'a fait après la réédition. Ok. Donc, qui s'associe à Youssef Indy, proche des réseaux d'Alain Soral, pour son dernier ouvrage. Il y a une logique commune, une négation de l'histoire juive. Une négation de l'histoire juive, mais à quel... Mais voilà, les accusations. La fabrique nie l'histoire juive. Au contraire, allez lire les livres de Ella Shohat, mais aussi les textes de Ariella Aïcha Azoulay qui montrent la diversité de l'histoire juive et notamment une histoire qui est beaucoup niée, qui est beaucoup invisibilisée, les juifs dans le monde arabo-musulman. Et certes, il n'est pas question ici de nier les répercussions qui a pu exister dans le monde musulman à l'égard des juifs, mais il y a une histoire beaucoup plus riche des juifs dans les mondes arabo-musulmans qu'il y a eu dans certains pays d'Europe et qu'il y aurait plus tendance à parler, on pourrait plus justement parler de tradition judéo-musulmane que de tradition judéo-chrétienne. Hein, voilà. Malgré les polémiques, la fabrique affiche une bonne santé économique avec une hausse de près de 20% de son chiffre d'affaires entre 2023 et 2024. C'est grâce à nous. Je ne sais pas si Zawa Prod est d'accord avec moi, mais on a un pourcentage. Elle va me taper après Stella, donc je vais rien dire. Non, je rigole Stella, c'est grâce à vous. Nous, on n'a rien fait. La Zawa, PDH. Non, mais en vrai, je pense qu'on a participé. Les gens, je dis pas que là, c'est grâce à nous, les 20%, bien sûr que non, mais je pense qu'on a œuvré quand même à ce que ce soit un peu plus diffusé, la fabrique. Je pense que ce soit qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû, à travers nos streams et à travers les vidéos de PDH et tout, et de la Zawa, ont acheté des livres de la fabrique. Je pense. Moi, je connaissais pas avant vous. Bon, voilà. On fera un sondage. Elle a publié quelques best-sellers, notamment L'insurrection qui vient, 90 000... Ah ouais 90 000 exemplaires vendus. Ah ouais. Dopé par le fiasco judiciaire de l'affaire de Tarnac, lorsque le livre avait été accusé de promouvoir des sabotages ferroviaires et Éric Kazan interrogé par la police antiterroriste. Oui, c'était le gros bail à l'époque. Oui. Mais tout le truc du comité invisible et tout, mais 90 000, c'est énorme quand même. Hein. Je pensais pas que c'était autant. Hein. Attends, il y avait quoi? L'insurrection qui vient et c'était quoi le livre d'après? À nos amis, ouais, voilà. J'ai jamais pu. Je n'arrive pas. C'est trop... Pour moi, c'est trop abstrait, c'est trop poétique, ça m'énerve. Autre succès, comment saboter une pipeline. Moi, je dis une pipeline et je vous emmerde. D'Andreas Malm. Malm, c'est aussi un gros vendeur à la fabrique. Hein. Ils vendent pas mal. Gros vendeur Andreas Malm, gros vendeur Paru en 2020 et écoulé à plus de 15 000 exemplaires. Des étudiants le citent dans leur copie de sciences politiques. Et alors on dirait que c'est un problème, quoi. Ils ont cité Andreas Malm. Tant mieux, alhamdoulilah, ils citent Andreas Malm. Ça fait plaisir. Sandrine Rousseau le recommande sur Instagram. Moi, je l'aime. Je vais vous dire un truc. Dans Europe Écologie Les Verts, la personne qui met le moins insupportable, je pense que c'est Sandrine Rousseau. Il y a plein de trucs à dire, hein, mais je préfère 100 fois Sandrine Rousseau à Marine Tondelier, par exemple. Et je sais pas, j'ai l'impression que Sandrine Rousseau, j'ai presque l'impression qu'il y a une vraie sincérité dans son engagement, tu vois. Je trouve qu'elle fait beaucoup moins cynique que d'autres. Voilà. Parce que je sais qu'on critique beaucoup Sandrine Rousseau et tout. Quitte à choisir, je préfère Sandrine. Jean-Luc Mélenchon le qualifie de penseur majeur de l'écologie politique. Oui, objectivement, oui. Et l'invite à des conférences de l'Institut La Boétie, justifiant le recours à la violence au nom du léninisme écologique et inspirant les militants de soulèvement de la Terre. Il a le droit à des articles d'audateurs dans la presse de gauche. Le Monde le présente en avril 2023 comme un activiste antifasciste et antiraciste. Et c'est un problème. Le Point est pas content parce que Le Monde a dit que c'était un activiste antifasciste et antiraciste. Ben, c'est effectivement, objectivement ce qu'il est. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens, c'est ce qu'il est. Sans mention aucune de son tropisme pro-Hamas, comme cet article de 2017 de la revue Salvage dans lequel il exprimait son admiration pour Mohamed Daïf. Alors lui, il était pro-Hamas avant que ce soit cool. Non mais pour vous dire, déjà... Andreas Malm, il était déjà à dire des trucs super cool sur le Hamas en 2017, ce fou du bus. Ah, j'adore.
Aïe, 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 aïe. Mais d'ailleurs, Andreas Malm, pour les gens qui ne savent pas, j'ai fait un super entretien avec lui, qui a un peu bidé, malheureusement. L'entretien avec Andreas Malm a un peu bidé. Mais allez voir cet entretien. Et il faut savoir que Andreas Malm, il était pro-palestinien avant d'être écolo. Il y a peu de gens qui le savent. Il y a des gens qui doivent penser que là, il a écrit un livre sur la Palestine par opportunisme. C'est faux. Andreas Malm s'est politisé à travers la question de la Palestine. C'est que plus tard qu'il s'est intéressé à la question de l'écologie. Sylvain Bull, qui lui trouvait certaines intuitions intéressantes. Mais t'es qui, Sylvain Bull? T'es qui pour donner ton avis sur Andreas Malm, en fait? Pourquoi notre spécialiste dans l'article pour juger des livres de la fabrique, c'est cette Sylvain Bull que personne connaît? Vraiment, vous étiez tellement en dèche d'intellectuels pour critiquer la fabrique que vous êtes allé chercher Sylvain Bull, dont tout le monde en a rien à foutre. Elle note aujourd'hui un glissement clair vers un antisémitisme vert. Et c'est quoi ces inventions-là, un antisémitisme vert? On ne sait même plus si on parle de l'écologie ou de l'islamisme. C'est quoi un antisémitisme vert? Dans son dernier livre, Pour la Palestine comme pour la Terre, il associe les Juifs à la pollution, à la... Non mais non. Ah non, mais c'est vraiment la lecture la plus malhonnête qui soit du livre. Il associe les Juifs à la pollution, à la colonisation, à la destruction écologique. Les gens, allez lire mon interview que j'ai fait de Andreas Malm, c'est grave. Sylvain Bull, vous êtes quelqu'un... Sylvain Bull, je vous interpelle, je suis prêt à discuter avec vous en direct du livre de Andreas Malm pour montrer à quel point vous êtes une menteuse et vous diffamez Andreas Malm. C'est quand même grave de faire croire que Andreas Malm associe juif à pollution et même colonisation. Même de faire croire que Malm associe juif et colonisation, c'est un mensonge éhonté. Ça prouve que vous parlez au point sans lire le livre de Andreas Malm. C'est grave, hein. Ce qu'il fait, ajoute-t-elle, c'est un plaidoyer pour le Hamas. Il dit que le Hamas est le seul porteur d'une authenticité. C'est pas vrai. Celle de la terre indigène, débarrassée du cosmopolitisme juif et du... Mais waouh! Mais je sais pas, mais il faut que vous veniez, Sylvain Bull. Comment on peut avoir... Moi, je vais prendre le livre. Et on va voir les passages où, pour vous, vous comprenez qu'il parle d'une terre indigène débarrassée du cosmopolitisme juif. Mais comment on peut avoir une telle lecture du livre si on n'est pas malhonnête? C'est pas... Les gens, c'est grave. Je ne comprends pas. C'est censé être une experte de la région, hein. Non, mais c'est une folie, le niveau de malhonnêteté. Mais mets-nous les pages, Voilà. Et cite-nous le livre, là, de cosmopolitisme juif et donc du soupçon, ce que décrivaient déjà les antisémites et les nazis. Donc voilà, on nous explique que Andreas Malm, c'est l'héritier des nazis. Ok, bon, allons-y. Non, mais à partir de là, on peut tout dire. Non, mais moi, alors on peut accepter l'idée que... moi, j'en viens à penser que le récentisme, en fait, ils ont raison, hein. Il faut donc effacer Israël, car Israël ne représente pas l'authenticité. Non, mais et détruit l'humanité tout entière à cause de son extractionnisme régional. Non, mais... Donc déjà, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'authenticité? À quel moment quelqu'un a dit qu'il est contre Israël parce que Israël était pas authentique? Qu'est-ce que ça veut dire? Et détruit l'humanité tout entière. Mais en fait, Andreas Malm, il est contre le capitalisme dans son entièreté. Pas seulement contre Israël, il est contre le capitalisme dans son entièreté. Et je pense qu'il dirait les mêmes choses à l'égard de l'Arabie Saoudite, qui est tout aussi pollueur que Israël. Faut arrêter. Par contre, ce que montre Andreas Malm et ce que beaucoup oublient, c'est que la colonisation d'Israël en Palestine, c'est pas seulement un désastre humanitaire, c'est aussi un désastre écologique. Et ça, c'est pour alerter notamment les Europe Écologie Les Verts ou tous les écolos qui parfois sont un peu en mode non, mais Israël a le droit d'exister, non, mais il a le droit de se défendre. C'est de montrer aussi que Israël détruit l'État d'Israël et en ce moment même, à travers le massacre aussi des Palestiniens, est en train de détruire la nature, est en train de détruire l'environnement dans tout le territoire, hein. Pas seulement en Palestine, hein. Et c'est que les Israéliens vont aussi souffrir de ça, de la destruction de l'environnement dans la région, hein. Comme si Israël était responsable de la pollution des sols en Amazonie. Moi, je veux bien que tu me dises quand est-ce que Andreas Malm a dit ça. Voilà, moi, je veux bien... dis-moi la page dans laquelle Andreas Malm explique qu'Israël est responsable de la pollution des sols en Amazonie. Aujourd'hui, Jean Morisot et Stella Meliani-Belkacem dirigent la fabrique après avoir appris le métier auprès d'Éric Hazan. Mais plusieurs témoignages décrivent désormais un fonctionnement plus sectaire et plus radical. Est-ce que c'est les mêmes témoignages qui disent que la fabrique c'est de la merde depuis le début? Est-ce que c'est les mêmes témoignages qui disent que la fabrique c'est antisémite? Oui, bon, vos témoignages à 2 balles. Parce que j'ai quand même l'impression que l'article est un petit peu orienté, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, des témoignages. Moi, je peux vous trouver des témoignages qui disent l'inverse. Ah, cet article
à partir de témoignages. Voilà, moi, j'ai plein de témoins qui disent que c'est faux. Comment on fait avec vos trucs? Marqué par le passé militant de Stella Meliani Belkacem, parce que Eric Hazan n'était pas militant du tout. Hein. En fait, il y a eu une vraie rupture avec la mort de Eric Hazan et la prise en main de Stella Meliani Belkacem. C'est que Stella Meliani Belkacem, contrairement à Eric Hazan, était militant. Militant au Parti des indigènes de la République. Oh, mais Meliani Belkacem, Stella, ça fait 15 ans qu'elle est à la fabrique. Je veux dire, Hazan était là et c'est lui qui a édité Ouria Boutelja. Et c'est même lui qui a conseillé à Ouria Boutelja d'écrire un deuxième livre. Donc c'est quoi la différence en fait? Je veux dire, en quoi il y a eu un changement avec le fait que maintenant c'est Stella Meliani Belkacem qui est à la tête? L'article n'a pas de sens en lui-même, il est contradictoire en lui-même. Stella Meliani Belkacem, elle a notamment coécrit les féministes blanches et l'Empire, publié par La Fabrique, où l'homosexualité est décrite comme un concept occidental. C'est bon. On est en 2025 en fait, ça ne marche plus. Ces débats en mode elle décrit l'homosexualité comme un concept occidental, ça ne nous effraie plus. C'est terminé. Non mais c'est bon, vous faites plus peur avec elle dit que c'est une invention occidentale. Ok. Des positions proches de celles d'Ouria Boutelja. Ah bon. Peu intéressé par la lutte contre l'homophobie, pour qui la tarlouse n'est pas tout à fait un homme. Non mais voilà. Voilà le niveau du Point, quoi. Voilà les articles du Point. Toujours les mêmes polémiques sur lesquelles on a répondu 150 fois et les phrases sorties de leur contexte, et notamment cette phrase « l'athée n'est pas tout à fait un homme ». Ils ont même enlevé les guillemets à l'athée, T-word. La T-word. Je veux dire, le niveau de malhonnêteté où ils ont même enlevé ils ont fait déjà juste cette phrase, juste ça, et ils ont enlevé les guillemets à le T-word. Non, mais c'est bon. Je suis fatigué. J'ai l'impression que cet article date de 2020. C'est pas possible. Hein. Cela n'intéresse plus La Fabrique. Leur lectorat est désormais intersectionnel et subalterne. Ils ont écrit cette phrase comme si c'était quelque chose de mauvais. Déjà, je ne sais pas ce que c'est un lecteur intersectionnel, un lectorat intersectionnel. Déjà, cette phrase ne veut rien dire, mais même si on essaye de comprendre ce qu'ils veulent dire, c'est quoi le problème? Oui, je pense qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire subalterne, mais leur lectorat est désormais intersectionnel et subalterne depuis la mort de Eric Hazan. Hein. Depuis la mort de Eric Hazan, le lectorat est intersectionnel et subalterne. Ils ont mis des mots comme ça juste pour faire peur aux boomers qui lit Le Point, là, aux boomers réac en mode intersectionnel. Le lectorat est intersectionnel. Je déteste cette maison d'édition. Nous, on est des fachos. Mais c'est Sylvain Bull qui dit ça? Ah ok, c'était une citation de Sylvain Bull. Waouh. Ah, ça donne envie de lire les articles de Sylvain Bull. Hein? Non mais, le lectorat est désormais intersectionnel et subalterne. Non mais, critiquant autant l'idéologie quasi raciste et antisémite que les lacunes scientifiques de la maison d'édition. Qui est Sylvain Bull? Personne ne sait qui est Sylvain Bull, mais c'est l'intellectuel qui a été mobilisé par Le Point pour critiquer La Fabrique. Il n'y a aucun travail d'enquête. Ils ne vont pas sur le terrain, dit. Genre dans tous les livres édités par la Fabrique, notamment des livres écrits par des chercheurs universitaires. Moi, celui que je suis en train de lire, qui est trop bien, c'est lui-là. Ce livre, il est excellent. La France éternelle, une enquête archéologique. En fait, ça refait toute l'histoire de la France à partir de l'an moins 50 000, je crois. Ça va à partir de là. Et qui montre en fait qui démonte en fait tous les fantasmes des droitards sur la France éternelle et qui montre que non, en fait, c'est très moderne cette idée de France. Quand tu reviens dans le passé, ça n'a pas grand sens. Donc c'est vraiment un très bon livre. Mais juste pour dire que tu as vraiment beaucoup de livres d'universitaires, de livres... voilà, Elsa Decq-Marceau, je pense qu'elle est sur le terrain. Elsa Decq-Marceau, ce n'est pas une universitaire, effectivement, mais elle parle de sa pratique sur le terrain, elle parle de son expérience qu'elle a eue dans le monde militant. Tu peux pas dire qu'elle n'a pas exploré le terrain. Je veux dire, tu as plein de livres comme ça de gens qui ont travaillé les sujets, qui ont été sur le terrain, qui ont fait un travail d'enquête et qui en ont tiré des livres. Dire que non, il n'y a pas de travail d'enquête, ferme ta gueule en fait, ferme ta grande gueule en fait. Mais c'est ouf, hein. Vraiment, les éditions La Fabrique, les livres qui ont été édités, c'est quand même un banger, quoi. Un banger, comme disaient les jeunes. Mais Mehdi Maizi, il va pas sur le terrain du rap, je trouve. Non. Sylvia Federici, elle connaît pas le terrain. Françoise Vergès ne connaît pas le terrain. Andrea Asmal ne connaît pas le terrain. De ceux que je connais, Paul Rocher, non, pas du tout un travail d'enquête de Paul Rocher. Olivier Neveu, non, pas du tout, il connaît pas son terrain. Karine Parot ne connaît pas du tout son terrain. Non, c'est que des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent.
vraiment, que ça. Aucun chercheur, aucune personne qui a fait des enquêtes. Non, effectivement. Elle a raison, Sylvaine Bull. Il n'y a aucun travail d'enquête. Ce sont des généralisations idéologiques qui ontologisent les identités. Oui, bon. Les Palestiniens, ils en ont rien à faire. Ah non, mais sérieux, Sylvaine. Non, pas à nous. Pas à nous, Sylvaine. Hein, pas à nous. Pour eux, ce sont des entités abstraites. C'est une empathie à distance. Ils ne se sentent pas concernés par la souffrance réelle. Mais comment tu juges ça, en fait? Je veux dire, comment elle arrive à savoir que les éditions La Fabrique ne sont pas concernées par la souffrance des Palestiniens? En tout cas, pour des gens qui ne sont pas concernés par la souffrance des Palestiniens, ils en ont édité des livres sur la Palestine. Hein. La Palestine. Édouard Saïd, on pourrait sur la Palestine parce qu'il est palestinien. La Palestine, un boycott légitime. La Palestine. Judaïsme, très bon livre. Hein. Les livres édités. Alors, Yvan Segré, je sais que maintenant il a mauvaise réputation pour ses livres, pour ses articles nullissimes chez Lundi Matin. Mais les livres de Yvan Segré édités à La Fabrique sont très très bon, hein. Très très bon. Hein. Un état commun, c'est aussi sur la Palestine. La Palestine. C'est en lien aussi avec la Palestine. Palestine. Oui, bah Mustapha Barghouti, c'est la Palestine. La Palestine et la Palestine. D'ailleurs, ce livre qui est édité en 1999, parce que je rappelle qu'il disait que solution deux États, bon, lui il parle de l'égalité ou rien. C'est un livre édité en 99. Voilà. J'ai quand même l'impression qu'ils éditent beaucoup sur la Palestine, comme quoi c'est quand même quelque chose qui a l'air de leur tenir à cœur. C'est toujours les gens qui en ont rien à foutre de la cause qui accusent les autres d'en avoir rien à foutre. Oui. Non mais Sylvaine Bull, hein. Sylvaine Bull qui va nous faire la leçon. Hein. Fusiller Sartre, écrivait Ouria Boutelja dans son premier texte estampillé La Fabrique. Oubliez Camus, nous exhortait Olivier Goulag dans ce même catalogue. Entre les pages des Blancs, les Juifs et nous, où l'on célèbre l'appartenance figée à une race, mais quelle lecture, mais quelle lecture plus catastrophique de nos écrits, de faire croire que pour nous il y a une appartenance figée à une race. Non mais voilà. Non mais voilà. Et les manifestes qui glorifient la violence, on en vient à se demander si La Fabrique ne s'applique pas avec une jubilation froide à liquider d'un même tir l'existentialisme de Sartre et l'humanisme de Camus. Oui, bon, ok. Bon bah lisez La Fabrique, voilà, qui est certainement l'une, si ce n'est la meilleure maison d'édition du moment à gauche. Mais il faut quand même rendre hommage, parce que là je fais beaucoup l'éloge de La Fabrique, mais un gros SO à Premier Matin de Novembre, des éditions Amsterdam, aux éditions Divergence, à La Découverte, Burnout, Shed Publishing. Il y a plein d'autres maisons d'édition que j'ai oubliées. Excusez-moi les maisons d'édition que j'ai oubliées, mais voilà, plein de maisons d'édition à gauche. Donc soutien à La Fabrique et soutien à toutes ces maisons d'édition, Libertalia, les gens, il y en a plein. Il y a une vingtaine de maisons d'édition à gauche. Soutien à elles. N'hésitez pas à les lire. Lisez La Fabrique et lisez les maisons d'édition de gauche. C'est vraiment excellent. Voilà, les liens qu'elles libèrent. Oui, non mais les gens, on va pas terminer si on va par là. Donc ne lisez pas Libé et lisez La Fabrique. Ne lisez pas Le Point, c'est de la grosse merde. Si vous achetez Le Point, vous vous en servez pour torcher le cul, voilà. Mais pas de vous-même parce que c'est pas très confortable. Vous devez acheter Le Point pour torcher le cul d'une personne que vous n'aimez pas. Mais déjà, ça voudrait dire que vous torchez le cul d'une personne que vous n'aimez pas, c'est bizarre quand même. Donc ouais, achetez pas Le Point en fait, achetez La Fabrique.